Alors, bonjour ou plutôt bonsoir à tous et à toutes. J'ai intitulé cette brève communication de l'inscription du sujet à la globalisation d'une écriture de la souffrance. Et avant d'entrer dans le vif du sujet de cette communication de 10 minutes, qui se donne pour ambition non pas d'analyser parce que cette commission dure 10 minutes, mais plutôt de se donner les outils pour réfléchir aux modalités d'écriture et aux conditions de réception critique des écritures africaines des violences postcoloniales, j'aimerais tout d'abord émettre un constat. L'importance de ce constat n'est pas à sous-estimer, car il constitue en quelque sorte le parti pris de cette présentation, c'est-à-dire mon parti pris en tant que chercheuse, et également, à mon avis, un incontournable pour qui veut ou cherche à comprendre la possibilité et les modalités même d'une écriture de la souffrance, ou, pour reprendre le titre de cette table ronde, une possible figuration de la violence en tant que telle, et l'utilisation ici de l'expression en tant que telle n'est pas fortuite. Alors, ce constat, je l'emprunte à Walter Benjamin, qui, en 1921, dans sa critique de la violence, écrivait ceci. Il écrivait, et je le cite, « La tâche d'une critique de la violence peut se définir en disant qu'elle doit décrire la relation de la violence au droit et à la justice. En effet, de quelque manière qu'une cause agisse, elle ne devient violence, au sens prégnant du terme, qu'à partir du moment où elle touche à des rapports moraux. » Et il ajoute, « Étant donné que la connaissance des forces du droit se manifeste le plus évidemment par la soumission, en principe sans résistance à leur fin, le principe de distinction des violences doit se fonder sur la présence ou sur l'absence d'une reconnaissance historique universelle de leur fin. On peut ainsi appeler fin naturelle celle à qui manque cette reconnaissance et les autres fins légales. Plus précisément, la fonction diversifiée de la violence, selon qu'elle est au service de fins naturelles ou légales, peut être démontrée de la manière la plus évidente en partant de créations juridiques prédéterminées, quelles qu'elles soient. » Fin de la citation. Ainsi, à en croire Benjamin, il existerait une fluctuation, des évolutions, une histoire au sein des paradigmes de la violence, raison pour laquelle Benjamin parle dans sa critique de moralité historique. Une telle fluctuation entraînerait à sa suite une modification au sein des institutions et paradigmes qui structurent la pensée juridique et, par le fait même, la conception que peut avoir une société du droit, de la justice et également de la personne que ce droit régit. En ce sens, si l'on se fie à une telle définition, tout changement au sein des modes de reconnaissance historique de la légitimité et de la finalité de certains moyens qui constituent la violence pousse inéluctablement à une reconfiguration du social et surtout à une reconfiguration des formes de la visibilité au sein de ce même espace juridico-politique du social. Reconfiguration qui passe notamment par l'apparition sur la scène juridique de nouveaux acteurs pouvant désormais réclamer le titre de sujet de droit. Comme le rappelle à ce titre Jacques Rancière, que je cite, « La politique, tout comme la subjectivité juridique, ajouterais-je, porte sur ce qu'on voit et ce qu'on peut en dire, sur qui a la compétence pour voir et la qualité pour dire, sur les propriétés des espaces et les possibles du temps. » Il existerait donc un chronotope régissant les différentes prises de parole au sein de tout partage du sensible, c'est-à-dire au sein de tout espace juridico-politique. Et ce chronotope limiterait en quelque sorte le sujet quant aux modalités et aux possibilités en termes d'écoute et de représentation qui lui sont offertes au sein des trajectoires possibles entre le visible et le dissible de cette même communauté, d'où l'importance notamment des conditions en termes d'horizon d'attente de la réception critique par rapport à l'écriture des violences dans le cadre de notre propos aujourd'hui. D'ailleurs, et pour en revenir à l'objet de cette communication, je soutiens, comme de nombreux philosophes et comme de nombreux chercheurs, que la fin de la guerre froide a poussé à une refondation des termes juridico-politiques sur lesquels reposait alors l'ordre social de la communauté mondiale, de façon à faire apparaître un nouveau sujet dans la personne du sans-droit, de la victime, des populations les plus vulnérables. Populations auparavant non vues, puisque longtemps considérées comme n'appartenant pas à la classe de ceux qui font l'histoire. En effet, jamais n'a-t-on autant cherché à penser et à conceptualiser la place du sujet victime de violence en termes de droits, de devoirs et de responsabilités des États qu'au cours des 20 dernières années. Plus largement, jamais la question des droits humains n'a-t-elle autant monopolisé les discours politiques, scientifiques et médiatiques que depuis le début des années 90. Pas un homme d'État n'ose aujourd'hui annoncer l'invasion de certaines régions du monde par le biais de ses forces armées sans recourir au langage des droits humains. Pas une intervention, pas une réaction, 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 pas une ré
pas une critique, pas un geste de violence largement médiatisé ne se passe sans que la figure de l'individu vulnérable, quel qu'il soit, à quelques exceptions près, donc qu'il soit opprimé, pauvre, affamé, femme, enfant, prisonnier de conscience, réfugié, enfant soldat, analphabète ou d'un âge avancé, ne soit d'une manière ou d'une autre convoqué. Aussi, sans vouloir analyser les agendas politiques qui ont pu motiver de tels discours et de telles interventions, car ce serait vraiment l'objet de tout autre débat, il n'en demeure pas moins qu'à partir de la dernière décennie du XXe siècle, comme le remarquent Sophia McLennan et Joseph Slatter dans un brillant article consacré à la question, Human rights have provided a preferred language for statesmen about morality and immorality, claims about justice and injustice. Nous assisterions donc depuis 90 et plus encore depuis 91, c'est-à-dire depuis la chute de l'Empire soviétique, à un renouvellement des perceptions à l'égard de la légitimité ou non des phénomènes de la violence, qui passe notamment par le biais d'un changement radical éprouvé au sein du régime de la visibilité politique, un changement qui est perceptible notamment de plus en plus sur les scènes médiatiques et littéraires. Comme le dit si bien Joseph Slatter dans un article intitulé « Humanitarian Reading » que je traduis partiellement ici, il écrit « Sous la force militarisée de ce nouvel humanitarisme qui autorise l'utilisation de la force dans la poursuite d'objectifs humanitaires, des anges vengeurs distribuent désormais la mort et la délivrance de façon simultanée. » Et là, cette partie, je ne la traduis pas parce que la traduction ne fait pas justice à cette phrase. Il écrit « Smart bombs alternate with literature drops and bold promise to liberate the common people from fear and want. » En d'autres mots, de plus en plus, et ce depuis la Deuxième Guerre mondiale, mais de façon véritablement exacerbée depuis la fin de la guerre froide, l'individu, en ce qu'il est et en ce qu'il peut être de vulnérable, se trouve au centre de préoccupations qui, auparavant, se pensaient en termes d'État, de nation, d'ordre international. Dans le domaine littéraire, ce passage pourrait se traduire, au niveau de la critique, par l'intérêt renouvelé depuis une quinzaine d'années environ pour une vision très humaniste de la lecture, un peu à la Martha Nussbaum ou à la Richard Rorty. Elle peut également se ressentir par la croissance marquée de ce que j'aime nommer le marché de l'empathie littéraire et qui correspond en quelque sorte à cet intérêt de plus en plus marqué par la critique et l'institution pour certains récits mettant en scène la vulnérabilité de l'individu aux prises avec le quotidien de la violence et, dans le cas des littératures qui m'intéressent personnellement, de l'individu aux prises avec le quotidien des violences postcoloniales. À ce sujet, il est bon de savoir qu'en Afrique subsaharienne, une importante partie de la production littéraire s'est développée en réaction et en relation avec l'existence contingence dispersée et dépourvue de puissance de nombreuses populations depuis l'époque des indépendances. Les violences postcoloniales ont en effet cette particularité d'avoir marqué les imaginaires par l'actualité de l'arbitraire sur la longue durée. Elles ont ceci de spécifique qu'elles ont modelé l'histoire du continent à partir d'un certain nombre de paradigmes langagiers et juridico-politiques très précis et ont limité par conséquent l'espace des représentations possibles et disponibles au sein de l'ordre des discours tenus sur l'Afrique, et ce depuis les 50 dernières années. Il n'y a qu'à lire la majorité des œuvres composant le canon continental traditionnellement reconnu pour s'en convaincre. De Wolomge Mamoudzimbe, en passant par Sonny Labutansi, Awikwearma, Nunji Wachongo et Chinua Achebe, tous traitent d'une manière ou d'une autre de phénomènes liés aux conflits déstructurés qui sévissent sur le continent africain. Cette contextualisation est d'autant plus pertinente qu'au cours des 20 dernières années, la remise en question de la légitimité de ces mêmes violences a donné lieu à l'émergence d'un nouveau corpus qui a rapidement su rejoindre la sensibilité d'un marché culturel principalement occidental. Jamais, en effet, n'a-t-on autant lu, vu, reconnu, prisé sur la scène critique et institutionnelle, tantôt française, tantôt américaine, tantôt suisse, tantôt belge, les écritures africaines de la violence qu'au cours des 20 dernières années. La décennie 2000 a vu, à elle seule, plus d'une quinzaine de prix décernés à des auteurs de la diaspora africaine pour de tels ouvrages, ce qui constitue en soi du jamais vu, et la récente remise du prestigieux Renaudot le 7 novembre dernier à la Rwandaise Scholastique Mukasonga pour son roman Notre-Dame du Nil ne fait que confirmer la tendance, surtout lorsqu'on connaît un peu la controverse qui a entouré la remise de ce fameux prix. Donc, en plus de pouvoir observer une modification du registre sémantique au sein des écritures africaines de la violence, il y aura également un goût d'un certain public qui alimente et favorise la reconnaissance de ce type de littérature. En cela, les écritures africaines de la violence n'échappent pas, à mon avis, à cette obsession à la fois de la pratique et de la critique, et ce tant littéraire, politique que juridique, pour le récit du sans-droit,
de la victime dans ce qu'elle est et dans ce qu'elle a de plus vulnérable, à savoir sa vie nue, abandonnée dans le banc souverain de l'ordre juridico-politique du social. Surtout lorsque ces auteurs ont parfois fui ces mêmes violences, ont su trouver un port d'attache au sein du marché culturel occidental et partagent d'autres préoccupations et d'autres imaginaires juridiques que ceux qui, traditionnellement, habitent la plupart des Africains restés sur le continent. Donc, merci beaucoup.